18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Laetitia Guinan, Rachel Kahn et Henri Guénaud. Henri Guénaud, vous avez fait une tribune dans le Figaro pour évoquer la tentation du gouvernement des juges. En cédant à cette tentation, dites-vous, les magistrats préparent leur propre destitution. Ça nous amène évidemment à parler de l'affaire Marine Le Pen, mais aussi du procès en cours pour Nicolas Sarkozy. On va peut-être d'abord commencer par écouter Laurent Wauquiez, qui sera demain l'invité d'ailleurs de Gauthier Lebret dans 100% politique. Écoutez ce qu'il dit sur la condamnation de Marine Le Pen. Ensuite, et je l'ai dit, cette condamnation pose un problème. Ça ne fait pas une chasse aux sorcières, ça fait une condamnation qui pose un problème politique. Quel est ce problème ? Je considère que rendre inéligible avec une exécution immédiate quelqu'un qui n'a pas pu faire son appel, c'est-à-dire pas aller au bout de sa présomption d'innocence que vous avez rappelée, c'est un souci. Voilà. Et ça, c'est le sujet qui est posé. Mais pour autant, ça ne doit pas faire oublier qu'à la base, il y a quand même une affaire de détournement de fonds publics. Et les politiques ne doivent pas être des justiciables au-dessus des autres justiciables. S'il y a du détournement d'argent, il y a une condamnation, c'est normal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Henri Guénaud ? S'il y a une condamnation, eh bien voilà, les politiques ne sont pas des citoyens au-dessus de la loi. Je ne suis pas d'accord pour tout mélanger. Je pense qu'il faut traiter les problèmes les uns à part des autres. Alors d'abord, il y a cette histoire d'exécution provisoire. Cette exécution provisoire, et c'est écrit dans le jugement, elle a pour seul but non de sanctionner la faute, mais d'empêcher Madame Le Pen d'être candidate à la présidence de la République. C'est écrit noir sur blanc, donc c'est pas une invention, c'est pas une construction. C'est écrit. Donc ça, je trouve ça non seulement profondément choquant, mais je pense que ça nous pose un problème, un vrai problème, quant au fonctionnement de la justice et au rapport entre le judiciaire, le politique, la démocratie. S'il y a un trouble à l'ordre public démocratique, une nouvelle invention de la justice, il se trouve plutôt là. En tout cas, on ne peut pas éluder cette question. Je rappelle encore une fois que cette exécution provisoire n'était pas prévue explicitement dans la loi, c'est-à-dire la loi dit d'une façon générale que pour n'importe quel type au civil d'ailleurs comme au pénal, le juge peut prononcer une exécution provisoire. Elle n'est pas liée automatiquement à l'inéligibilité, donc le juge pouvait l'appliquer ou ne pas l'appliquer. Voilà, ça c'est la première des choses. Il a décidé de l'appliquer avec des raisons qui sont sur le plan du bon fonctionnement de la démocratie, de la séparation des pouvoirs, des grands principes qui régissent le rapport de la société et de la justice, il pouvait ne pas l'appliquer. Je rajoute une deuxième chose, c'est que il y a la question de l'inéligibilité en elle-même, qui est posée, qu'il faudra poser par la suite, qui est de savoir, le législateur l'a prévu, le législateur en a fait une peine obligatoire en cas d'atteinte à la probité, en cas de condamnation pour atteinte à la probité. Obligatoire ne veut pas dire automatique, elle laisse au juge la possibilité de déroger à cette obligation s'il motive sérieusement, ça s'appelait les peines planchers, que les mêmes députés les mêmes parlementaires avaient abrogé quelques années auparavant. Les mêmes, la même majorité. Bon, donc le juge pouvait aussi ne pas appliquer l'inéligibilité. Et moi, je crois qu'on a un vrai débat à avoir parmi tous les débats qui concernent la justice sur la question de savoir si l'inéligibilité est une sanction pénale légitime. Est-ce que alors, je comprends que le juge pénal il condamne à des peines privatives de liberté, à la prison, à des peines de sanctions financières, etc. Est-ce que l'inéligibilité, ça doit être dans les mains du juge pénal, ou est-ce que c'est, puisque les procès sont publics, les sanctions publiques, etc. Est-ce que c'est à l'électeur qui sait tout ça de choisir lui-même pour qui il veut voter ou pas voter, sauf peut-être pour la haute trahison, l'intelligence avec l'ennemi. Mais c'est une question qu'il faudra absolument débattre. Mais sur le fond, ce que dit Laurent Wauquiez, c'est ce que disent énormément de gens. S'il y a une faute, il faudra payer. Il n'y a pas de passe-droit si l'on est un politique, homme ou femme. Il n'y a pas de passe-droit, mais cela ne donne pas une peine automatique. Je veux dire qu'il n'y a pas de passe-droit, mais vous pouvez condamner à une peine légère, à une peine très lourde. Bon. Et le fondement de notre droit, c'est quand même qu'on traite chaque cas individuellement. Pour reprendre le vocabulaire du Conseil constitutionnel, même de la Cour de cassation, ça doit être proportionné aux circonstances de l'espèce et à la personnalité de celui qui est condamné ou qui est jugé coupable. Donc, évidemment,
pour une personnalité politique, les conséquences de la sanction ne sont pas les mêmes que pour d'autres citoyens. Et donc, il faut en tenir compte aussi. C'est-à-dire que quand vous rendez quelqu'un... Quand vous obligez quelqu'un à abandonner son mandat immédiatement et que 3-4 ans après, comme ça a été le cas de certains élus locaux et de certains maires, et qu'il est relaxé en appel, il a subi un dommage irréparable. Bon, voilà, il faut pas supprimer du code pénal l'exécution provisoire, parce qu'elle sert dans beaucoup de cas, elle sert beaucoup aux civils en particulier, mais elle sert même au pénal. Il y a des gens qu'il faut laisser en prison, même en attendant leur appel. Mais tout ça doit faire l'objet d'un effort de discernement de la part du juge quant aux conséquences du jugement. Donc tout le monde est égal devant la loi, mais personne n'est jugé de la même façon parce que personne n'est dans la même situation. Henri, une question peut-être de Rachel Kahn. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de loi d'Éric Ciotti, justement, qui reviendrait sur la loi Sapin 2, en somme? Alors, d'abord, une remarque, c'est que la loi Sapin 2 n'a pas été appliquée à ce procès. Déjà, on a découvert ça au fur et à mesure qu'on connaissait le jugement. Au début, tout le monde a pensé qu'elle n'a pas été. Bon, et deuxièmement, moi, je suis viscéralement opposé à toute loi faite dans l'émotion, dans l'urgence. Voilà, je pense qu'il faut prendre du recul, réfléchir, regarder ça avec dans la nécessaire remise à plat de notre code pénal. Hein, je ne sais pas si vous avez tout à l'heure, par exemple, vous avez parlé de l'université Lyon 2 et de ce qui s'est passé. Ça nous renvoie, par exemple, à une remise à plat des principes de notre code pénal. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire dans ce sujet. Il y a un vrai débat à avoir. Le faire comme ça ne me paraît pas une bonne idée. Maintenant, je pense que la loi Sapin 2, elle est trop loin, en tout cas en matière de... Mais parce qu'il faut poser non pas tant la peine obligatoire que l'inéligibilité elle-même est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de débat démocratique. Et je rappelle aussi quand même que la justice est indépendante, très bien. Au moins la contrepartie de ça, ou les deux contreparties de ça, c'est qu'elle est impartiale, et il faut qu'elle s'y efforce. Alors c'est difficile à contrôler, mais il faut qu'elle s'y efforce. Cet effort n'est pas toujours fait. Et deuxièmement, on devrait avoir un droit de critique. C'est la moindre des choses, quand une institution est indépendante, qu'on puisse critiquer ce qu'elle fait. Alors critiquer... Pas menacer, pas de violence, mais critiquer fortement, même critiquer violemment, dès lors qu'il n'y a pas de menace, qu'il n'y a pas de pression. C'est la moindre des choses pour une institution qui réclame et qui revendique son indépendance. Laetitia Guinan, une question. Et vous, le conseiller politique, qu'est-ce que vous conseilleriez à Marine Le Pen, justement, aujourd'hui? Quelle attitude devrait-elle avoir pour espérer se sortir de là et conduire le RN, son parti, à la victoire en 2027? Alors moi, je ne suis pas un conseiller politique par nature ou par essence. Hein. Je me garderai bien de lui donner des conseils. Je peux simplement observer qu'elle a une conviction que je ne partage pas forcément, mais qu'on peut admettre. Hein, elle n'a pas fait de faute. C'est qu'elle n'a pas fait de faute, que c'est un différend administratif. Et là, il y a un vrai sujet de toute façon. Le vrai sujet, c'est de savoir si le juge jusqu'où le juge est apte à faire le partage entre l'activité politique d'un parlementaire et son activité stricte de législateur. Bon, et ça, c'est quand même très très compliqué. Il ne faut pas qu'on déplace sans arrêt la frontière, sinon il n'y a plus. On va finir par dire qu'un parlementaire n'est pas un homme politique, enfin n'est pas une personnalité politique et qu'il ne fait pas de politique. Ça n'est pas pensable. Bon, donc je crois que ce débat, il peut exister, mais là, en l'état des jurisprudences, de la législation, des règles du Parlement européen, etc., bon, très bien, on peut considérer qu'il y a eu une faute qu'on qualifiera comme on veut. Il y a et ça, après tout, sa stratégie, sa conviction, elle est parfaitement recevable. Je suis un peu choqué quand même qu'on laisse entendre dans le jugement que, puisqu'ils n'ont pas reconnu, ou elle en particulier pas reconnu qu'elle était coupable de ceux dont le tribunal l'a jugée coupable, il y avait un risque de récidive et que c'était une des raisons. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit, ce qui est dans notre code pénal, c'est que, évidemment, un accusé a le droit de ne pas s'accuser lui-même. Bon, c'est un droit. Donc, en revanche, en matière de cohérence, il y a un petit problème, c'est que si vous faites appel à la justice, c'est difficile de combiner ça avec une stratégie de la tension très forte, parce que, bien sûr, les magistrats, ils sont humains, et plus la tension est forte,
et plus ils vont se raidir tout naturellement. Donc, je ne suis pas sûr que de cette dimension-là de la stratégie employée soit la meilleure. C'est... Voilà, vous pouvez pas, si vous les attaquez, ils vont essayer de se défendre. Je vous rappelle quand même, parce que je vous ai écouté avant de rentrer, mais qu'il suffirait en réalité, mais ça provoquerait des commentaires infinis, que la Cour d'appel ramène la peine d'inéligibilité de 5 ans à 2 ans. Si elle le fait, et que la cassation, ils iront pas, peut-être ils iront certainement pas en cassation, à mon avis, à ce moment-là, mais même s'ils y vont, et que la Cour de cassation approuve, elle peut parfaitement se présenter puisqu'on va imputer sur son inéligibilité ce qui est déjà effectué depuis le dernier jugement. Henri Guénaud, vous dites aussi que les récents procès de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen, les poursuites aussi qui ont conduit Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République ont montré une subjectivité pleinement assumée par les juges. Alors cette subjectivité, elle n'a cessé de croître depuis des années, même des décennies. Et elle touche, encore une fois, pas seulement les grands procès emblématiques, elle se voit beaucoup dans les procès contre les élus. Alors, il y a aussi de la subjectivité qui a beaucoup grandi pour les procès des autres. Hein. C'est pas, mais là, elle est assumée ouvertement. Et ces procès-là nous la font voir. Maintenant, les élus locaux, l'élu local qui est condamné pour prise illégale d'intérêt parce que il est maire, sa municipalité a vendu un bien à quelqu'un avec qui il avait des liens d'amitié, avec qui il avait été partenaire de golf. Hein, je cite la Cour de cassation. Il suffit qu'il ait eu des liens d'amitié et qu'il était son partenaire de golf, alors qu'il n'y avait aucune irrégularité, que personne n'a contesté le prix, qu'il n'y a eu aucun préjudice. C'est la subjectivité pure. Et pour Éric Dupond-Moretti, c'était l'inimitié. Alors, c'est l'inverse, hein, mais voilà. Et pour Nicolas Sarkozy, dans les deux cas, personne ne m'empêchera de constater que l'essentiel de l'accusation est fondé sur une construction intellectuelle, un pure construction. Voilà. Donc subjective, c'est-à-dire on prend quelques faits, quelques bribes de conversation téléphonique, on met tout ça, on regroupe tout ça et on construit une histoire. Bon. Et c'est cette histoire qui est jugée. Mais c'est une histoire mentale. Donc là, on est en pleine subjectivité. C'est-à-dire que la subjectivité judiciaire depuis quelques décennies et de plus en plus dévore la preuve. Voilà. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Il faut quand même qu'il y ait quelques éléments de preuve, même si le Code pénal dit que la preuve est libre en droit pénal, même si le Code pénal dit que c'est l'intime conviction du juge qui est tirée des débats contradictoires qui l'emporte. Quand même, il faut quelques éléments de preuve. Si vous en êtes, comme on en est aujourd'hui, à condamner quelqu'un pour un pacte de corruption, pour simplement la pensée du pacte, parce que c'est ça qui était dans le précédent procès de Nicolas Sarkozy, la pensée du pacte. Et donc, en réalité, la pensée de l'accusation sur la pensée du pacte. Hein, c'est-à-dire, il pense la pensée. Donc, si vous pensez la pensée du pacte, alors vous êtes coupable. Et il y a quand même des grands principes, outre la séparation des pouvoirs qui est plus respectée dans le procès sur la Libye, c'est énorme. Hein. Il y a quand même le doute profite à l'accusé. C'est un très très vieux principe, jamais démenti dans le droit de tous les pays où il y a vraiment un état de droit. Et là, maintenant, le doute vous condamne. Alors, il faut quand même qu'on réfléchisse, qu'on s'arrête. Sereinement, j'accuse personne, là, je veux pas ouvrir une guerre, je veux juste dire qu'il faut ouvrir un débat, ouvrir une réflexion collective, parce que sinon le juge finit par sombrer dans le gouvernement des juges, il va se heurter à la société d'une part, et il va se heurter à la politique, et c'est dans ce combat frontal, le juge perd toujours, le droit perd toujours, la liberté perd toujours, parce qu'à la fin, vous n'avez pas la dictature des juges, à la fin, vous avez la dictature tout court. Voilà. Et donc, il faut que chacun se mette en face de ses responsabilités et se dise qu'il faut que chacun se mette des limites. Voilà. Et si ça n'est pas le cas, si on n'y arrive pas comme ça, c'est la violence qui l'emportera. Et je disais à la fin dans ma tribune, c'est ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé avec les électeurs américains, parce que tous ceux qui ont voulu utiliser la justice, ou la justice elle-même, qui ont voulu coincer Donald Trump avant l'élection, n'y sont pas arrivés. Résultat, ils se sont fait piétiner par le suffrage universel, et la guerre continue. Mais ça n'est peut-être qu'un tout petit avant-goût de ce qui nous attend. Ça pourrait arriver en France, Henri Guénaud ? Mais bien sûr, ça peut arriver en France, ça peut arriver partout. Toute l'histoire en est pleine. Voilà, l'histoire en est pleine. Et donc, je
crois qu'il est nécessaire, encore une fois, que chacun prenne bien conscience de ses responsabilités, qu'on ne peut pas s'en tirer en brandissant l'état de droit, la démocratie, l'indépendance de la justice. C'est pas possible. Il faut se demander... Ça n'est pas une réponse, c'est une façon de clore le débat. Mais de la même façon, on ne peut pas non plus brandir sans cesse la République des juges, la tyrannie des juges, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème là. Voilà, on ne peut pas brandir sans cesse, on constate qu'il y a un problème. Si on ne constate pas qu'il y a de problème là, alors très bien, restons comme ça et vous verrez où ça finira. Voilà ma conviction profonde. La dictature, carrément. C'est le cri d'alarme que j'ai voulu pousser. Après, on peut considérer que c'est néofasciste, que dès qu'on prononce une critique contre la justice, on s'attaque à la démocratie, à la liberté, etc. Mais le problème, c'est que la vie, c'est pas ça. Voilà. Hein, la vie, c'est bien plus compliqué que ça. La nature humaine est toujours là. Et hélas, elle nous mène toujours au même endroit parce que les mêmes comportements produisent les mêmes effets. Merci beaucoup, Henri Guénaud. Merci, Laetitia Guinan, Rachel Kahn.